Gentlemen, nous sommes aujourd'hui réunis pour accomplir une tâche délicate sous l'impulsion, je ne vous le cacherai pas, d'un obscur consortium ayant survécu au déclin de Lehman Brothers par la reconstitution de fonds disséminés dans plusieurs paradis fiscaux, ayant échappé au liquidateur officiel de la banque en faillite. Ce séminaire confidentiel dans cet immense complexe hôtelier réquisitionné des îles Caïmans, aura pour but la rédaction du premier jet du scénario d'un film de propagande ambitieux, une commande donc, comme vous l'aurez déjà compris, avec quelques contraintes et un objectif politique clair, discréditer Goldman Sachs aux yeux d'un segment large de la population du vieux continent, et en particulier d'un cœur de cible CSP+. Le tout en s'appuyant sur la réalité des faits, ayant conduit à ce que l'Europe devienne une filiale de cette bande d'affaires, Goldman Sachs donc. Une armée de spin doctors et test makers, conduite par des faucons, dont il est inutile que vous connaissiez l'identité, évaluera vos propositions, tout le long de notre dialogue, et sélectionnera ceux d'entre vous, qui passeront à la prochaine phase de la conception du projet. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter les uns aux autres, il est bien connu que le milieu du cinéma est une grande famille, aussi entrons sans plus attendre dans le vif du sujet en nous livrant à un petit brainstorming de chauffe. David Lynch. Je propose qu'on écrive d'abord un scénario de film classique, comme brouillon, puis qu'on reprenne l'histoire du début en se mettant dans la peau des personnages, en imaginant les rêves et cauchemars que chacun d'eux pourrait faire tout le long de l'intrigue d'origine, pour au final conserver la trame tracée par la collision des différents univers oniriques. Le spectateur sera libre de reconstituer le puzzle, ou bien de voir l'œuvre comme quelque chose de purement esthétique. Terry Gilliam. Oh oui, je suis preneur, et pour ma part, j'insiste sur le fait que la narration devra tout de même être à la première personne, et qu'il nous faudra pour cela un personnage principal, qui évoluera dans un trip nébuleux, de scénette en scénette, entrecoupé de longs monologues introspectifs. Je pensais à Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Il portera des chemises hawaïennes, et souffrira d'une forte addiction au pouvoir et au pognon. Bien entendu, on fera de belles métaphores à la con pour faire un peu intellectuel, on remplacera la cocaïne par de la poudre dorée, il s'en fera des traces avec une carte Platinum, il fumera aussi des billets de 500 €. Non, des liasses de billets de 500 €. Je le vois déjà fréquenter des casinos, et se vautrer des heures durant à la roulette où les numéros de la table seront remplacés par des valeurs du Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, FTSE, Nikkei et autres indices de bourse à la con. Danny Boyle. Génial. Et il faudra une scène où ce fils de pute se mettra à vomir de la petite monnaie, comme un putain de jackpot de machine à sous. Ce serait bien trash, ouais. Il pourrait gerber sur des clodos grecs par exemple, et puis les enculer ensuite. Oh que ouais. Faudrait qu'il se mette à planquer des lingots d'or dans les fonds de tout un refuge de l'SDF grec, genre délire orgiaque, voyez. Il les fisterait bien fort avec ces putains de lingots d'or pour les planquer, parce que ce serait le seul endroit au monde où, que le fisc irait jamais chercher. On pourrait caser une vanne avec Fisk fucking aussi. David Lynch. C'est un peu osé. Mais je suis d'accord, si on fout des gars déguisés en lapins dans la scène, une famille de lapins chypriotes. Il faut absolument un fil conducteur, les lapins chypriotes c'est une valeur sûre. Faudrait qu'ils reviennent plusieurs fois dans le film, qu'on leur refuse l'accès à un distributeur de billets, comme un fonds de conscience humaine, que Draghi régurgiterait du tréfonds de son subconscient de reptiles mécaniques fabriqués en série sur les chaînes d'assemblage de Goldman Sachs. Terry Gilliam. Ça s'annonce bien effectivement, il faudrait d'emblée taper un grand coup en commençant par une scène forte, anthologique et complètement surréaliste, un truc que les gens n'auraient jamais vu de leur vie, et qui te leur fasse l'effet d'un le cœur genre, comme si leur rectum leur remontait jusqu'à leurs amygdales, leur titillant la glotte pendant des décennies, après qu'ils aient vu le film. Danny Boyle. Ouais. Prenons une rencontre officieuse entre Mario Draghi et Vladimir Poutine dans un backroom de la scène du Kremlin, il aurait dépoussiéreté des femmes, qui feraient un putain de combat de catch dans les viscères de Syriens massacrés par Bachar al-Assad. D'ailleurs il serait là lui aussi, et il se baladerait retenu par Poutine à l'aide d'une laisse cloutée, il aurait une grosse boule bondage dans la gueule sous sa petite moustache à la con qui serait, en fait un dirty Sanchez que Xi Jinping lui aurait tracé amoureusement, avant de lui foutre un plug anal estampillé au nu, et qu'il le lâche dans la cage à viscères. Il y aurait des petits-enfants agonisant sur les corps de leurs parents déchiquetés, et Bachar viendrait les abattre à coups d'AK-47 dans la nuque. Michel Gondry. C'est logique comme début. Je vois bien une petite animation en stop motion avec Draghi, qu'aurait des mains énormes en polystyrène, et Poutine aurait d'énormes couilles en sac poubelle recyclable. Il y aurait plein de petites bulles de savon dans le décor. Et puis Draghi se mettrait à vriller les couilles de Poutine pour le forcer à créer de la dette en Russie pour spéculer contre elle ensuite en achetant des polices d'assurance, et en les revendant au Forex à l'annonce des chiffres officiels de la dette qui seront moins bons que ceux prévus, alors que tout le monde voudra acheter des polices d'assurance, car ce serait pas une vraie filiale, la Russie, pour Goldman Sachs, mais qu'en fait la vraie filiale. L'Europe elle aura juste été trollée à mort pour la démonter de l'intérieur,
et qu'il y aurait une opération de fusion-acquisition ensuite entre la Russie et l'Europe démantelée et anéantie sous sa dépendance énergétique. Bon, pour expliquer tout ça, j'envisage des schémas bricolés avec des bouts de carton et du papier craft, et des nuages en coton ou en barbe à papa, je sais pas trop encore, aussi pour bien montrer aux gens que c'est onirique. David Lynch. C'est très enthousiasmant tout cela, mais il faudrait plus de personnages pour collisionner leurs rêves, et faire vraiment une trame incompréhensible, et un télo après qu'on ait torché le brouillon, et un pony aussi, un pony nain bizarre qui fout les chocottes. Darren Aronofsky. Voyons, David. C'est juste la première scène dont on parle, ne nous fais pas une crise de panique, tu veux un coup de perceuse dans la boîte crânienne pour te sentir mieux? Andy et Lana Wachowski. On est d'accord avec Darren, d'ailleurs on forme tous les trois un petit lobby, crypto-bouddhiste et on compte bien, caser du zen dans les scènes à venir. Darren Aronofsky. Je ne vous parle plus, les nénettes. Depuis que vous avez plagié mon incompréhensible film The Fountain en réalisant votre Uber incompréhensible Cloud Atlas, mais je suis d'accord pour que dans les scènes suivantes, il y ait un contrebalancement du flagrant déséquilibre entre le yin et le yang de la scène du début. Andy et Lana Wachowski. Et puis du karaté et des guns, avec des prises en slow motion. On insiste aussi pour que ce soit le mec qui joue l'agent Smith dans Matrix, qui fasse tous les personnages du film avec des masques différents, et les perruques qu'il avait dans Priscilla, folle du désert. Lana Wachowski. Hugo Weaving Game a donneuse d'organes de vaginoplastie, c'est pour ça que c'est à la vie et à la mort entre nous. Joel et Ethan Cohen. Vous allez vous calmer avec vos effets spéciaux. On a de la chance que le film, dont on parle ici, soit tiré d'un best-seller, la Constitution européenne. De toute manière, on n'aurait jamais accepté de travailler sur le projet sinon. Alors si vous visez le méga-blockbuster intello, il faut rester sobre et utiliser les SFX avec modération, et parler un minimum de Moïse et Dieu. What the fuck. Sinon votre public il va se réduire à ces petits branleurs de gars qui téléchargent gratos sur le net, la vérité. Terry Gilliam. Oui. Mais on s'en fiche, on produit pas le film. On peut assumer un bide. Le but c'est d'endoctriner les Européens, là, on s'en fout s'ils téléchargent. Joel et Ethan Cohen. Ok mais on doit rester bankable après, du con. Et on a compte un business à faire tourner, mec. Tu vas pas nous foutre largement en sortant d'un trip genre, le Don Quichotte de Cervantes transposé au temps moderne. Cervantes, il a dit qu'il allait foutre la ch'toumoune à tous ceux qui voudraient tenter de reprendre ou compléter son œuvre, la vérité. Terry Gilliam. J'allais le suggérer, justement. Et puis c'est une référence européenne mondiale, Cervantes, et je pense que le film devrait s'ancrer dans ce qui est le cœur de l'Europe. Quentin Tarantino. Le nazisme? Terry Gilliam. Mais non, connard, la civilisation hellénistique ou romaine. Je vois bien Mario Draghi dans la scène suivante, se taper un délire du genre, je suis Minos, fils de Zeus et d'Europe, roi de Crète et la toute-puissante, et j'écraserai Athènes de l'intérieur. Elle pliera sous mon jeu pernicieux à la tête de sa banque centrale. Son peuple se courbera et connaîtra la misère, l'austérité, la servitude, le désespoir. Il ne lui restera plus qu'à prier Zeus ou disparaître. Et chaque prière rendra Zeus plus fort. Et plus fort il deviendra et plus, je ferai preuve de zèle pour accomplir la mission qu'il m'a confiée. Je vais broyer les Athéniens jusqu'à ce qu'il ne reste de leur chair, et leurs âmes pressées qu'un petit agrume de larmes et de remords d'avoir, un jour, été. Je crois qu'il serait d'ailleurs de bon ton d'utiliser des découpages de journaux pour faire une animation du genre Monty Python Flying Circus. Quentin Tarantino. Non mais papy, j'ai été stagiaire dans une boutique de location de cassettes vidéo, quoi. Comment tu me causes? Je sais de quoi que je parle, j'ai bien observé de quoi que les gens, ils aimaient bien louer les cassettes vidéo. Tes animations pourries sont azobines. Mais va remettre les Shadok, quoi. Ce qu'il leur faut aux gens c'est des gens revisités avec une belle esthétique, et des répliques de ouf bien cinglantes. Essaie de conceptualiser 2 secondes, alors Mario Draghi et Lloyd Blankfein, ils portent des postiches d'hippie et un look afro pour Blankfein pour le rendre rigolo, et ils portent des gros guns de Godin, et comme ça ils se parlent du dernier clip de Booba, genre en se la donnant et tout, ils marchent dans un couloir, on sait pas trop où, ni pourquoi, et ils portent des horloges autour du cou. Blankfein, moi qu'est-ce que je préfère dans l'album futur de B2O, c'est trop ses clips sa race, quoi. Draghi, ouais, c'est trop de la balle, quoi. Je kiffe Caramel en particulier, 14 millions de views sur YouTube, il déchire tout, Easy Caramel 2000 Zodou, l'argent est gagné salement, c'est colossal, j'ai de la fraîche de la moule du caramel, c'est parallèle tout ça. Je suis dans les airs, t'es dans les bouchons, je suis plus dangereux qu'un Kamehameha, Blankfein, wesh trop de swag, le gars, quoi. Je suis number one premier de la classe donc je ne copie pas. Vous êtes comme Kenitsu Spark chaque épisode vous mourrez, wesh grosse, quoi. Draghi, bon je te balance le ringtone du poussin pion sur ton phonotel.
Attends, on est arrivé. Et puis là, il y a une porte devant eux et puis, ils la défoncent avec leurs jambes en même temps, et ils sortent leurs guns et devant eux il y a un petit vieux assis à son bureau, et on voit qu'il se pisse dessus. Blancfein, monsieur. C'est toi Jean-Claude Trichet? Le vieux, ben ça dépend. Draghi, non mais c'est écrit sur ton bureau. Arrête de faire genre. Le vieux, non, mais on m'a prêté le bureau pour la journée. En fait je suis envoyé par Menopower. Bon et là, Blancfein il regarde Draghi en aparté, et puis il lui dit qu'il faut pas qu'il se gourde gars, que ce serait dommage de buter un intermittent du spectacle venu le remplacer un jour parce déjà que c'est pas cool tous les jours, leur vie, alors si c'est pour se prendre une bastos à la place d'un autre alors c'est encore moins cool, quoi, donc patati patata, à un moment, il y a le vieux qui transpire juste un petit peu du front. Et là ils se retournent tous les deux en même temps vers lui et tout en vidant leur chargeur dans sa gueule, il te lui lâche, Trichet n'est pas joué. Bon voilà quoi, on voit juste des traces de sang sur le mur pour pas être trop gore, et t'as Draghi qui va s'asseoir à la place du mec AD, et il se met à chanter Maître Yoda la Tony Montana, Keyat la Boca, eux ils viennent du marais, ou des marécages. Zoom arrière. Fondu au blanc. Zipmu de Reza du haut en clan et puis basta. Terry Guillaume. Clap clap clap. Bon, on va dire que ça fait une autre scène par charité chrétienne, et on va se remettre à brainstormer comme avant. Je crois que Poutine devrait revenir un peu plus tard, dans le film parce que c'est un putain de Terminator du FSB en vrai. Personne ne va trouver crédible que Draghi aille lui tordre les couilles sans même qu'il moufte. En plus je tiens à ma vie et à celle de ma famille et de nos animaux domestiques alors il faudrait pas trop qu'elle se sente vexée, la matrioshka. Ridley Scott. Je surkiffe ton approche avec Minos, Terry. Le fils d'Europe et de Zeus. Goldman Sachs, quoi. En plus ça me fait trop envie de refaire un film qui marche, comme Gladiator alors je verrais bien un petit duel au glaive dans une arène entre Poutine et Minos Draghi, qui après avoir écartelé la gueule d'un lion, annoncerait au Roscoff en lui épargnant la vie, pour qui te prends-tu pour venir faire la morale à Minos? Je suis le juge des enfers avec Radamanté et Aqué, et aujourd'hui prêtre de Zeus venu du mont Ida avec mes dactyles. Nous sommes l'industrie de la haute finance conquérante, l'alpha et le méga, le sang et la lymphe alimentant tous les pouvoirs. Crains ma colère, mortel, garde un claquement de doigts, je peux te retirer tous les dons que Zeus t'a concédés contre ton allégeance. Tu feras moins le malin si ton rouble venait demain à se dévaloriser malencontreusement, à porter la ruine et la désolation dans ta contrée. Tu serais livré en pâture à ta plèbe de zombies sous vodka. Michael Elmour. Mais vous captez pas les gars, Draghi, il a été élevé chez les jésuites. Les connexions se font, hein? Allô, quoi? Tes réalisateurs étaient pas de connexion dendritique, non mais allô, quoi? Vous savez bien. Le nouveau pape, c'est l'ex-pape noir jésuite. Les prédictions de Saint-Malachie. Vous voyez pas le rapport, hein? Un sorte de grand complot jésuito-financier pour faire du Vatican une putain de machine à laver l'argent de la drogue et de la prostitution de la mafia. Christopher Nolan. Non, faut arrêter avec vos conneries d'allégorie et de complot à la con. Je ferme ma gueule tranquillement depuis tout à l'heure, à écouter vos bavardages pourris, mais ce qu'il faut à ce film c'est du réalisme pour un sujet grave, et c'est bien parce que je suis le plus bankable d'entre vous, bande de minables, que je dis haut et fort que l'approche la plus réaliste à adopter c'est un putain de reboot de licence DC Comics avec un style ultra-humaniste rempli d'intrigues sentimentales de soap opéra sirupeux mongoloïde en empruntant des idées de vieux bouquins de SF, et en foutant plein de rebondissements, et de final twist méga wahoo, parce que les mythologies de nos contemporains, ce sont ces putains de héros de BD pas vos dieux grecs et romains. La mort moi le nœud dont personne n'en trêve plus que dalle. Ou sinon un film avec les gens casse-tête super innovants et originaux. Andy Elena Wachowski. Dit-il après nous avoir pompé toute la substance de Matrix dans Inception. Lol, quoi. CTRL-C, CTRL-V, la matrice récursive, lolololol. Tim Burton. C'est pas mal de faire une scène onirique avec un super-héros, mais jamais on te laissera la concevoir. Y a qu'à voir comment tu m'as torpillé mon univers de Batman avec ta trilogie pour Dark Knight. Christopher Nolan. Andé, vas-y et comment que tu la ferais toi, ta scène onirique de super-héros? Tim Burton. Alors déjà pour moi, le film doit obligatoirement être en noir et blanc, et en pâte à modeler reconstitué par ordinateur. Je partirai sur le reboot de licence de Thésée pour faire plaisir à tout le monde. Thésée serait donc notre super-héros, il porterait une toge et une armure légère striée en noir et blanc horizontalement ainsi qu'un glaive, un casque et un bouclier à rayures noires et blanches verticales. Son teint serait pâle et il aurait d'énormes cernes noires autour des yeux, et des sandalettes noires et blanches en spirale surmontées de chaussettes en damier noir et blanc. Johnny Depp ferait la voix. Bon.
Nino serait le grand méchant et porterait un costume de businessman à rayures blanches et noires diagonales, son teint serait pâle, Johnny Depp ferait la voix. Le monde serait une transposition de Manhattan, mais reconstituée à partir de grandes colonnes de Buren et de frises grecques. Bien entendu, il y aurait d'immenses statues représentant les dieux, et des publicités en cyrillique. Christopher Nolan. Non, mais on cherche à rendre Goldman Sachs pathétique, ou bien à provoquer des crises d'épilepsie pandémiques. T'as déjà pensé à faire un reboot de la licence de la Myrtélé? Laisse faire les pros. Va faire un tour chez Jacques 200 Joujardiland en attendant. J.J. Abrams. L'idée de tes est bonne, mais il faut se concentrer sur le scénario, et surtout en mettre plein la vue côté effets spéciaux, et puis c'est plus des cinéphiles qu'on vise de nos jours, mais des putains de nerds en bois. Comment vous croyez que j'ai obtenu la réalisation des séquelles de Star Trek et Star Wars, hein? Je comprends les nerds. Ma proposition de scène donc, Thésée va voir Minos et Zeus dans leur bureau de la Technotour olympienne armés de son bouclier laser et de shuriken à plasma. Il enfourche son fidèle destrier, le chevalotron protonique, Pegasonosaurus Rex, en chemin une patrouille intergalactique de technocraticiens, de politicoïdes et de journalisateurs 2.0, tente de l'intercepter car leur mission est de tenir les populations du cosmos en état de stase cérébrale en les assommant de rayons storytelling grossisseurs de faits divers vortex, et de micropulsars législatoires amplificateurs de questions de société futile. Thésée se bat vaillamment contre la coalition de fourbes vilains, qui cachent bien leur jeu en puce. Faut plein de rayons aveuglants à l'écran. Bien sûr ce sera de la réelle 3D, et faudra des lunettes kaléidoscopiques spéciales collector pour pouvoir voir le film. On pourra avoir des subventions du lobby mondial des ophtalmo associés. Bon, faut quand même que je demande à Steven Spielberg et George Lucas, dont je suis le futur réceptacle clonique, s'ils sont d'accord. Et ils viennent de me répondre par wifi télépathique, que la transaction est ok à l'unique condition, qu'on conserve plus de 50% sur les produits dérivés et leur merchandising aléatoire, un agrément d'exclusivité d'exploitation sur 20 ans avec un contrat stipulant aujourd'hui une revente de la licence sur la globalité de la mythologie grecque à Disney. À la fin de l'expiration de notre droit exploitatoire, et destructoire de tous les brevets et lancement d'une franchise nomenclaturelle avec perception d'un impôt de 10% sur les bénéfices technologiques, et d'exploitation de ressources des futurs objets astrologiques, qui porteront les noms de la licence. Une autre franchise dont nous devrons avoir la minorité de blocage, doit voir le jour pour gérer les bénéfices des parcs d'attractions, des colloques et conventions de geeks et des îles gonflables artificielles, et stations orbitales à la mémoire de forme de futurs paradis fiscaux dédiés à créer de l'optimisation fiscale sur les deux franchises, et accueillir des boîtes postales de sociétés écran bidon. David Cronenberg. Ouais, bof. Je m'en branle et je crois que tout le monde est d'accord. J'ai d'autres projets perso en tête et dans l'idée, et personne ne me contredira. Mon principal moteur inspirationnel en ce moment même, est l'envie de quitter au plus vite cet endroit, loin de vos influences maléfiques. Primo, on a tous ici des putains d'autistes, ok. Secondo, je vais livrer ma contribution, et retourner faire mon vrai taf, qui est de pondre des films crypto-incompréhensibles contenant des messages pour les agents de la NSA infiltrés dans Al-Qaïda. Alors il faut une empreinte à ce film, carnesque et charnel, comme une peinture de Francis Bacon en bacon. De la viande et des os martyrisés, exsangués à nu. Du putain de cul en gros plan, de l'endoscopie dans une chatte avec une caméra double goutte vibrante, pour que le spectateur puisse avoir l'impression d'humer les émanations olfactives et tactiles des fluides corporels cyprino-sémino-sudatoires des cavités internes des acteurs et des décors organiques. Inverser la convention de la convexité des acteurs, et de la concavité des scènes. Donc, Goldman Sachs, délocorectomie imboueux aux émanations nauséabondes. Thésée si présente dans la robe en viande de Lady Gaga. Devant lui, le corps décharné à l'épluche patate de Minos Draghi, qui lui vocifère à la gueule dans une éruption purulente de vomi yaourtesque. Je suis le roi de Crète et j'exige d'Athènes, qu'elle m'envoie tous les 9 ans, un tribut de sa jeune homme et de sa jeune fille, que je donnerai en pâture au Minotaure. Oui, exactement comme dans Hunger Games. Les jeunes gens représentent les clients vierges du cerveau de Goldman Sachs ayant accepté de les produits toxiques, qu'ils ont mis sur le marché après la crise des subprimes. Le Minotaure représente la dette européenne, vous l'aurez tous compris, et Thésée le peuple européen, uni dans l'adversité, ayant enfin identifié un unique ennemi commun, inquisiteur, totalitaire, ce putain de parasite suceur de sang crétois, Goldman Sachs. Pablo Almodovar. C'est un peu porno et scato, et pour l'époque ce n'est plus vraiment quelque chose de subversif, comme approche, même si j'adhère à 100% à ce que tu dis, David, mais il faudrait édulcorer la chose en introduisant, à la place, des acteurs transgenres, des hybrides sexuels débridés et foufous, mais tout dans la suggestion.
La suggestion est plus tolérée que l'exposition crue, de nos jours, par une masse réfractaire et choquée par l'excès, sourde aux discours bruyants et révoltés quelle que soit leur légitimité. Suggérer sans montrer l'atroce réalité vulgaire est plus impactant en termes de rendement endoctrinatoire, car c'est rigolo et faire rire quelqu'un c'est déjà lui avoir titillé l'inconscient et le subconscient, un avant-goût de la puissance que tu recèles à lui faire explorer des contrées orgasmiques, dont il n'a pas la moindre idée. Enfin, je veux juste une scène taureau-magique, pour faire écho à la crise immobilière et bancaire espagnole. Peut-être qu'après avoir toré le Minotaure, Thésée devrait se faire enculer à sec avec du gravier par ce dernier. Ce serait une belle parabole elliptique de la situation actuelle. Costa Gavras, le film doit être simple d'accès, voyons. Traité de manière frontale en prenant exemple sur mon film, Le Capital avec Gad Elmaleh. Il faut prendre un comique international, et lui donner un rôle à contre-emploi, qui surprenne tout le monde et avoir un discours franc avec le spectateur, en lui montrant bien qu'on ne le prend pas pour un con. Je propose Jim Carrey dans le rôle de Mario Draghi. De 2002 à 2005, vice-président de la branche européenne de Goldman Sachs, il rentre en plein conflit d'intérêts dans le plus parfait cynisme, contre-rémunération, la banque d'affaires par son biais l'aide, la Grèce a dissimulé son déficit public via un procédé d'échange de swap avec des États aujourd'hui en difficulté. Il fout l'Europe dans la merde intentionnellement, de manière préméditée pour que Goldman Sachs puisse y mettre un pied dedans. Il y installe avec ses amis Petros Christodoulou et Lucas Papademos, eux aussi issus de Goldman Sachs, un système tyrannique où le peuple victime des conneries de Goldman Sachs va être asservi, paupérisé, écrasé pour œuvrer dans l'austérité à enrichir Goldman Sachs. La brèche créée dans la zone euro va s'étendre à l'Europe du Sud. Son ami, Mario Monti, de Goldman Sachs aussi, va s'occuper de l'Italie, initier le même esclavage du peuple pour gaver Goldman Sachs, qui s'amuse comme en Russie à jouer contre la dette des pays. La monnaie unique assure par effet domino, la progression de la banque d'affaires dans le contrôle des pays, et la soumission de ces peuples qu'elle condamne à l'austérité. Mes frères, ne voyez-vous pas l'opportunité unique pour le peuple européen de s'unir contre un seul et même ennemi, qui nous occupe afin que nous le boutions hors de nos frontières? Ne voyez-vous pas le sentiment d'unité que cela peut générer? La table rase possible sur la construction européenne technocratique, telle qu'elle était préméditée jusqu'à présent pour servir les intérêts de la haute finance? L'opportunité d'enfin créer une constitution des peuples européens engagés dans une guerre contre un ennemi commun? Gentlemen, nous ne nous sommes pas bien compris. Le consortium que je représente ne souhaite pas décrédibiliser le monde de la finance, mais uniquement Goldman Sachs, vous comprenez? C'était nettement plus simple de faire croire à des trucs encore plus tordus, et invraisemblables comme les voyages sur la Lune à l'époque de Stanley Kubrick. Merci de votre participation au brainstorming, mais nous allons rester sur l'approche historique, et garder un réalisateur unique pour ce type de film de propagande. Nous vous recontacterons. Roland Emmerich. Alors le concept de The Attack of the Eleven est tiré de la prédiction d'une civilisation pré-mongole de l'Himalaya affirmant, selon leur système calendaire très précis basé sur le cycle menstruel des chèvres, que la fin du monde aura lieu, le 10 avril 2014, date à laquelle leur calendrier prend fin mystérieusement. Tout droit sorti, du manteau magmatique, des légions de géants de plasma, jailliront des principaux volcans européens, semant le chaos et la destruction sur leur passage. Il y aura une progression dramatique dans le film avec tout d'abord des éruptions isolées, et de faible intensité provoquant d'intenses perturbations dans les transports aériens et réseaux électriques, confère volcan islandais imprononçable en 2010, puis de plus importantes entraînant d'immenses incendies précurseurs de l'arrivée des géants de plasma. Une riposte se mettra en place laissant apparaître la traîtrise des zones de Goldman Sachs, qui étaient en fait des drones biologiques, que les généticiens Lavamen avaient conçus pour affaiblir économiquement la zone euro, afin que ses infrastructures et systèmes de défense soient déliquescents et inopérationnels avant l'assaut des géants. Ainsi Goldman Sachs sera totalement décrédibilisé aux yeux du spectateur, comme souhaité dans le cahier des charges. J'utiliserai tous les effets pyrotechniques 3 des derniers cris à profusion pour accentuer le caractère pathétique de Goldman Sachs dans l'inconscient du spectateur.